Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Deuxième épisode de notre podcast avec Sylvain Tesson. L'écrivain voyageur, de passage à la librairie pour nous présenter son récit avec les faits, nous parle au fil d'un entretien des joies de l'écriture et des peines de la vie, mais aussi l'inverse, et de la façon dont elles se nourrissent l'une l'autre. Une conversation émaillée de conseils de lecture et de passages lus à haute voix. Et pour commencer, un extrait de la rencontre qui a eu lieu à Dialogue. J'ai grimpé le Holman of Hoy avec mon copain du lac qui m'a rejoint à Torso au nord de l'Écosse sur le bateau. On a traversé pour aller aux Orcades et on a escaladé le Holman of Hoy qui est un stack de grès sur un socle basaltique. C'est un stack de grès qui fait 165 mètres de haut. On l'a escaladé par la voie normale ouverte par les Anglais en 1966 par Chris Bonington. Pour les escaladeurs qui le connaissent, on a grimpé ça, c'est pas très difficile. Il y a 3 ou 4 longueurs. On arrive au sommet, on descend à rappel. Mais après, le lendemain, on a ouvert une voie qu'on n'a pas dit trop aux Anglais parce qu'ils n'aiment pas qu'on pitonne dans leur propre colonne. Alors, on a grimpé une voie et on a appelé notre voie parce que quand on ouvre une voie, on lui donne un nom. Et on l'a appelé pour le retour du roi. Moi, je pensais naturellement au roi Arthur parce que la geste arthurienne est un chant d'espérance. On attend toujours le retour du roi dans le cycle arthurien. Le cycle, c'est de fermer la boucle pour aller vers l'espoir. Et on l'a appelé le retour du roi. C'était notre voie en face sud, je crois. Et alors, le lendemain, la reine d'Angleterre est morte. Mais je ne pense pas qu'il y ait corrélation. Une caractéristique de plusieurs de vos voyages, c'est qu'il s'agit d'équiper, que ce soit sur les hauts sommets alpins ou le long de la côte atlantique. Vous avez régulièrement des compagnons de voyage qui deviennent personnages de vos récits. Vous évoluez aussi souvent dans des conditions assez extrêmes. Vous avez le goût du risque et ce sont des moments pleinement vécus. Et lorsque vous écrivez, c'est vers la forme courte que vous allez, nous livrant ainsi le précipité de votre expérience. Est-ce alors la même intensité qui traverse le voyage et l'écriture pour vous ? Je suis pas du tout, moi, un écrivain de la forme longue, enfin, ni de la fiction. D'ailleurs, j'ai toujours écrit plutôt sec et plutôt court. J'ai pas d'endurance dans l'écriture. Je préfère mettre mes capacités d'endurance ailleurs, et notamment dans la manière dont je vis les choses. J'ai l'impression de vivre de labourer beaucoup les choses, mais l'écriture, je la jette. Je sais pas, j'ai pas le talent ou la possibilité d'être un écrivain de la longue durée. Je pense que c'est un autre solfège. C'est pas le mien. Je sais pas s'il y a une histoire d'intensité là-dedans. J'éprouve du plaisir quand je vis violemment quelque chose, à le dire le plus sèchement possible. Cet exercice-là, je l'aime. J'aime bien l'exercice de la réduction en quelques mots de sentiments parfois très profonds. Alors, je suis plutôt du côté du précipité chimique que de l'infusion. Il y a des écrivains qui sont des sachets de thé. Puis il y a des écrivains qui sont des ristretto. Alors moi, je suis du côté du ristretto. Dans votre écriture, le rythme, la musicalité, la poésie ont aussi une grande place. Chaque phrase est ciselée. Je crois d'ailleurs que vous pratiquez le gueuloir. Et puis vous avez une passion pour les alexandrins. Vous écrivez même dans blanc les mots suivants. L'alexandrin classique est la meilleure scansion de l'effort mécanique. Est-ce alors l'une des joies de l'écriture que de construire les phrases, de trouver le bon rythme ? Oui, le gueuloir, c'est mon ami Olivier Frébourg qui est le fondateur des éditions des Équateurs, grand amateur de Flaubert, flaubertien pourrait-on dire, dans son écriture, même dans son mode de vie finalement, qui me l'a appris, enseigné et avec qui je le pratique. Et c'est un exercice extraordinaire. D'abord, c'est un exercice d'amitié parce qu'on fume des gros cigares du Nicaragua ou du Honduras, ça prend 2 heures pour en venir à bout. Et moi, je lui lis à haute voix mon texte et l'oreille détecte
des dizaines de fautes, d'imprécisions, de maladresse ou de lourdeur que l'œil ne voit même plus. C'est très important de gueuler. Alors que pourtant, il ne faut pas trop s'écouter parler. Il y a des gens qui aiment s'écouter. On me fait souvent ce reproche parce que je suis très bavard. Moi, j'ai pas l'impression que j'aime m'écouter, mais j'aime parler. Je trouve que c'est un exercice, c'est une hygiène, c'est comme le jogging, quoi. On dit parfois d'ailleurs un peu n'importe quoi. Parfois, on s'aperçoit qu'on pense quelque chose parce qu'on est en train de le dire. Alors, on se dit, tiens, mais alors ça, ce que je suis en train de dire, j'aurais pas pensé. Mais ce qui est absurde, puisqu'on est en train d'y penser, puisqu'on le dit. C'est vraiment un exercice étonnant de naissance de la pensée, la formulation parlée. Maintenant, le gueuloir est donc un outil de travail qui m'a beaucoup servi. Et quant à l'alexandrin, je trouve que c'est un rythme presque parfait. Alors peut-être est-ce parce que nos oreilles classiques l'ont beaucoup entendu, et que maintenant, même quand on entend une injonction par un haut-parleur, attention à la marche en descendant du train, on entend l'alexandrin parfait avec coupure à l'hémistiche. Attention car un train peut en cacher un autre. Bureau du président, directeur général, c'est tout de même incroyable. Vous prenez devant vous une étiquette de votre compote de pommes ou de votre purée de marron et vous verrez qu'il y a des alexandrins cachés dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Ce qui prouve bien que cette scansion du verre à 12 pieds avec coupure à 6 a quelque chose de quasi naturel pour nos oreilles. Enfin, j'aime à me le dire et j'aime bien les détecter. Et vous aimez aller en créer vous-même dans votre écriture aussi? Parfois, mais parfois, on n'est pas toujours, on n'est jamais conscient de ces alexandrins. Ça en est un. Sylvain Tesson est un écrivain de la forme courte et il excelle dans le genre de la nouvelle. Écoutons tout de suite notre libraire Pauline nous présenter l'un de ses recueils, Une vie à coucher dehors. J'ai découvert Sylvain Tesson non pas en lisant le récit d'un de ses voyages, mais avec ce recueil de 15 histoires, récompensé par le Goncourt de la Nouvelle l'année de sa parution. On le sait, il n'est pas facile de s'essayer à l'art de la nouvelle, et Tesson révèle ici tout son talent de conteur. Ces textes ont tous un point commun, leur épilogue sombre, voire même cruel. Ces histoires sont loin de bien se terminer, mais c'est aussi ceux-là qui en font l'intérêt et participent au plaisir de la lecture. Écarquiller les yeux au point final du texte, laisser échapper tout haut un « waouh », réfléchir à une possible morale, n'est-ce pas stimulant et enrichissant ? C'est ce que Sylvain Tesson, le géographe, parvient à faire au travers de ses textes érudits, largement influencés par ses propres voyages dans le monde et sa culture littéraire. Par une description détaillée et fine d'un lieu, de personnages, il va créer une scène photographique saisissante et instaure une tension palpable en quelques pages seulement. On traverse le temps, on traverse les pays. Chaque nouvelle est un grand voyage dans un monde implacable. Et l'on retient son souffle. Ce recueil aborde des thèmes et des conceptions philosophiques chères à l'écrivain. La solitude, la nature, l'histoire avec un grand H, l'humain, l'écologie, la mélancolie. Ainsi, dans Le Lac, Tesson dresse le portrait d'un homme contraint de passer 40 années de vie en forêt sibérienne. L'auteur y excelle dans sa description de la nature et de sa faune, de l'être humain, sombre et ambivalent, et de la vie, parfois caustique et cruelle. Dans une autre nouvelle, qui s'intitule L'île, il réalise une remarquable mise en abîme. Le lecteur découvre les histoires qu'un homme tire des livres qu'il dévore et raconte le soir à ses compagnons d'infortune, naufragés submergés par l'ennui. Formidable pouvoir de la lecture. Mais attention, pour autant, le texte, comme les autres, se termine dramatiquement. Les lecteurs du dernier livre de Tesson avec les fées, récit d'un voyage en bateau et de ses escales, se rendront aussi compte de l'importance du thème de la mer chez l'écrivain. Plusieurs de ces nouvelles ont un goût salé et font état de bateaux, de naufrages, de rescapés sur des îles désertes. Dans Les Ports, P-O-R-C-S, la nouvelle prend la forme d'une lettre. Sylvain Tesson y dénonce l'agriculture de masse. Je n'en dirai pas plus, lisez-la. C'est ma nouvelle préférée du recueil. Elle m'avait hantée plusieurs jours après sa lecture, à l'époque où je l'avais découverte. Je l'ai relue dernièrement, l'effet a été le même. Elle est âpre, brutale, intense, marquante. Elle interpelle
et s'accroche à votre esprit. L'écriture y est talentueuse. Pour finir, je vais vous lire un passage de la nouvelle Le Lac dont je vous ai parlé. -20 au thermomètre, air cristallin. On distinguait parfaitement la rive opposée, à 50 km. Des coulées de forêt dévalaient les talus rocailleux jusqu'à la grève. Le lac était agité. Le ressac hachait la ligne de galets. Sur la grève, pas de nouvelles traces. L'ours avait peut-être déserté les lieux. 7 jours, dit Piotr. Et afin de calmer la fièvre, il se servit un verre d'alcool de baie. Le bon jus lui râpa la trachée et diffusa dans son ventre une grasse chaleur. Il leva le second verre devant la fenêtre. « Au lac !» Il se réveilla en pleine nuit. Il s'était endormi sur la table. La bouteille était vide. Il crut qu'un 3-mâts fantôme au voile en haillons voguait au-dessus du lac. C'était la lune qui éclairait la charpie des nuages. En 2014, vous avez été gravement blessé à la suite d'une chute de 8 mètres. Vous vous en êtes sorti et votre reconstruction est aussi passée par une marche à travers la France que vous nous avez contée dans Sur les chemins noirs. Et puis vous êtes reparti sur les routes et les chemins du monde. Dans quelle mesure est-ce que cette expérience, cet accident a changé ou non votre regard sur le monde, votre manière de le parcourir, de le raconter ? Parce que quand on frôle la mort, et qu'on a la chance de revenir à soi, on contracte un surcroît d'appétit. Je crois que c'est assez banal, et que tous les grands accidentés qui un jour ont eu la chance de se voir octroyer une rémission ont connu ce débordement, cette fièvre de vie, cette fureur de vivre, avec cependant des choses qui changent, parce que naturellement cette espèce d'augmentation du plaisir de la vie qui vous fait goûter chaque seconde de l'existence qui vous est offerte en supplément. Bien, chaque seconde que vous vivez, vous la vivez en vous rendant compte de l'extraordinaire fragilité de l'existence. Il fallait vraiment être idiot pour ne pas s'en rendre compte avant. Et comme vous vous en rendez compte, vous faites quand même plus attention à la préserver. Donc vous devenez plus prudent. Alors en cela, ça a beaucoup changé les choses. Et puis ça ne m'a pas guéri du tout de ma fièvre du mouvement et du voyage. On aurait pu penser qu'après un accident pareil, moi j'y ai pensé d'ailleurs, je pensais que j'allais m'arrêter et me calmer un peu, et en fait pas du tout. Mais les psychiatres m'ont expliqué que les grands accidentés, quand ils se relèvent d'une blessure, ils sont affectés par le syndrome de l'errance. Ils partent, ils aiment partir, fuir quelque chose, peut-être l'accident qu'ils ont vécu, ou peut-être partent-ils chercher une explication, parce qu'il y a un grand mystère dans le coma puis le retour à la vie. Pourquoi ? S'il y a le mystère de la loterie, alors peut-être que cette errance est une tentative de répondre à ce mystère, j'en sais rien. Moi je la vois comme grande fête qui m'a été donnée de vivre alors que tout semblait éteint, et je me jette dans cette fête galante avec la nature et la vie de toutes mes forces, de toutes les forces retrouvées. Et la marche, en tout cas, a participé à la reconstruction, a été une étape importante. Oui, ça, la marche participe. La marche procure aux blessés qui se rééduquent et qui se réadaptent tous ces bénéfices anatomiques, musculaires, physiologiques, psychologiques, spirituels, moraux, surtout toutes les cordes de la harpe humaine sont retendues par la marche à pied. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Académie de médecine recommande à chacun, pour peu qu'on le puisse, de se mettre en marche. D'abord, c'est ce qui nous fonde anthropologiquement. Nous sommes des bipèdes, enfin même zoologiquement, c'est ce qui nous fonde, la marche à pied. C'est ce pourquoi nous sommes faits et pourquoi nous sommes des êtres verticaux. Alors, pour se guérir, même en 2024, au XXIe siècle, il faut revenir au grand miracle de la bipédie de l'Homo erectus. Le sergent s'appelait Martin. 2 trimestres auparavant, il avait sauté sur un explosif en Afrique. Visage emporté,
mâchoire fracassée. On lui avait sauvé l'œil. Greffé, couturé du menton au front, il avait survécu. Exophthalmique, la gueule cassée me fixa. Je vivais moi-même avec ma propre grimace, contractée à la suite de 5 fractures du crâne. En somme, nous nous étions réveillés tous deux avec un visage inconnu. Il avait fallu l'accepter, apprivoiser la laideur, opposer l'indifférence à notre propre reflet. Il est difficile de vivre avec un autre, surtout quand c'est soi-même. Si j'étais partie chercher les fées sur le rebord du monde, c'était aussi pour implorer secours à la beauté diffusée dans le ciel celtique. Elle me consolerait de l'affreuse disgrâce du visage, dont ma chute sur le sol avait fait de moi le porteur définitif. Martin n'avait pas 25 ans, j'en avais 50. Pas d'âge pour les monstres. L'armée offrait 5 années aux grands blessés, le temps de se reconvertir. Martin arriva accompagné de son ami Thomas, ancien théologien, spécialiste de la patristique araméenne du IVe siècle et directeur de l'association des blessés de guerre Ad Augusta. J'avais l'impression d'avoir déjà rencontré ce couple, la bête et le prélat, Quasimodo et Frollo. Dans la maison d'accueil des blessés, au nord de la presqu'île, Thomas aidait Martin à revivre. Le premier me demanda si je pouvais emmener le second dans ma promenade de l'après-midi, le long du sentier. Les blessés contractent un syndrome de l'errance. Ils veulent oublier. Ils cherchent l'explication de la chute. Relevés, ils fuient. Vous voyez ? Je voyais très bien. Après ma chute, j'avais cherché salut sur les chemins. J'avais traversé la France à pied, car vivre, c'est s'en aller. On tombe. Quand on se relève, il faut partir. Un extrait d'Avec les fées de Sylvain Tesson. Avec les fées, c'est le récit d'un voyage amphibie, entre terre et mer, sur la côte atlantique, à la recherche du merveilleux, cette qualité du réel révélée par une disposition du regard. Au fil de ce récit, on embarque donc régulièrement sur un voilier. Au cours de la rencontre qui a eu lieu à la librairie, Sylvain Tesson nous a parlé de la vie en mer. Nous l'écoutons. J'imagine que dans cette assemblée, il y a beaucoup de marins qui connaissent ce moment tellement précieux du marin seul qui tient finalement la veille sous le cosmos, qui s'adresse à ses pensées, qui doit essayer de maintenir le bateau dans son réglage et dans son équilibre, et avec un plaisir qui provient, pour peu que les conditions soient à peu près correctes, un plaisir qui provient précisément de l'absence de la nécessité de tout geste. C'est-à-dire que le moment parfait, c'est quand il n'y a plus rien à faire. Or, c'est vraiment une définition de l'ataraxie antique totale, c'est-à-dire le moment où tout est tellement ordonné que le geste n'est même plus nécessaire. La perfection de la navigation, c'est quand tout est accordé, c'est un accordement de l'instrument. Car un bateau qui avance, c'est une contradiction de force, des poussées, des forces de flottaison, des forces de pesanteur, des forces de poussée, des forces de gîte. Tout ça est tendu comme une harpe. Et puis d'un coup, il y a un point qui se situe, je crois, très en dessous, légèrement en dessous du pont du bateau, quelque part sur le mât, qui s'appelle le point vélique, qui est le point d'équation, d'absorption de toutes les forces, et qui est la chose qui fait avancer le bateau. C'est un point seulement qui avance, le point vélique. Il faut essayer de trouver ce point-là dans nos vies. C'est le point de coexistence de toutes les forces qui peuvent être contraires, mais qui se résorbent dans l'avancée. Alors moi, je réfléchissais à tout ça comme tout le monde sur le pont d'un bateau, quoi. On est traversé de pensées, on lit de la poésie, on apprend un peu, éventuellement on regarde quand même s'il n'y a pas une lumière devant. Et puis tout ça est un moment tellement éloigné, qui nous arrache tellement de la vie hors des ponts des bateaux, la nuit au quart. C'est la contradiction absolue de nos existences terrestres agitées, de rongeurs fébriles, narcissiques et dépressifs, si bien que ce sont des moments, de flottaison ailleurs. Après, sur le bateau, vous avez raison de préciser, merci d'ailleurs, ce sont quand même des grandes expériences de l'amitié, les embarcations, les navigations.
Alors moi, j'étais très bien entouré parce que j'avais un vieux copain qui a vécu 25 ans en Sibérie et qui m'a beaucoup aidé quand je faisais mes voyages là-bas. Et puis mon camarade Le Terron, qui était un ancien parachutiste des unités spéciales et puis qui a été auparavant dans les pompiers de Paris et puis qui s'est reconverti en skipper. C'est dire que j'étais bien entouré. Je pallie, moi, mes faiblesses et mes incompétences par une bonne science de l'entourage. Je sais bien m'entourer, ce qui me permet de ne pas trop travailler à essayer de m'améliorer, puisque j'ai des tas de camarades qui sont bien plus compétents que moi. Et puis alors, la seule chose qu'il faut travailler sur un bateau, c'est le vocabulaire. C'est pour ça que j'aime les bateaux aussi, les voiliers, parce que ce sont des dictionnaires flottants. Quand un bateau coule, ce sont des milliers de mots, d'expressions qui sombrent par le fond. Et c'est très important, les mots. Moi, j'aime les mots, comme vous tous ici, comme nous sommes ici dans un temple des mots. Et l'autre temple des mots, à part la librairie, c'est le bateau. Parce que les mots sur un bateau ont une fonction vitale. Si à un moment où vous êtes en train de passer, de coiffer un cap, il y a plein d'écueils, et si on vous crie de border la trinquette, et que vous ne comprenez pas et que vous choquez le halba, eh bien, ça fait un problème, ce qui prouve que se tromper de mots tue. Alors voilà un exemple de la grande valeur tout à fait vitale accordée aux mots. C'est aussi pour cela que j'aime les bateaux. À travers vos ouvrages, vous nous menez aussi souvent dans des interstices, des lieux à l'abri de notre monde actuel, dont vous déplorez le profit marchand, l'emprise technique, l'urbanisation grouillante et le recul de la partie poétique des choses, des êtres et des sociétés. Alors est-ce que la littérature et la poésie peuvent constituer des refuges dont il est plus que nécessaire de s'emparer aujourd'hui ? Tout ce qui a précédé cette extase techno-numérique, techno-marchande et cyber-globale, tout ce qui a précédé cette grande mutation post-industrielle me semble une manière de résister contre l'encerclement, oui. La marche à pied, comme la lecture, la musique comme la contemplation d'un paysage, le silence comme l'amour, tout ce qui est éternellement archaïque, tout ce qui est archaïquement éternel, tout ce qui est organique, tout ce qui peut permettre de se passer d'un outil, d'un instrument, et surtout d'un instrument technologique, ce qui n'est pas tout à fait pareil que d'un instrument technique. L'instrument technique, il prolonge notre force, et il est à notre service. L'instrument technologique, il nous soumet à sa propre programmatique, ça n'a rien à voir, il faut vraiment distinguer, je crois. Or, tout ce qui nous désencercle, nous déligote, tout ce qui nous enlève ses menottes, moi, me semble un immense bénéfice pour la vie. Moi, je ne fais dire que des choses très ordinaires. Moi, je prétends que une nuit dans la forêt et une journée sur une paroi et une matinée d'amour pur au milieu des livres et avec un être qu'on aime sera toujours plus profitable que la station assise devant un écran. Franchement, tu parles d'une découverte, mais sauf que, étonnamment, ces choses tellement ordinaires, tellement évidentes, tellement immenses, quand on les dit, ça paraît être quelque chose d'extrêmement intéressant. Je suis le premier à m'interroger, moi, sur le fait qu'on s'intéresse à ce genre de propos, qui me semble tellement évident. Mais qui résonne pour beaucoup. Oui, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le robot gagne la partie, parce que ce que j'appelle le robot, c'est la grande matrice digitale qui s'investit dans toutes les secondes de nos vies, tous nos faits et gestes, et même bientôt nos pensées, et peut-être même bientôt nos sentiments, la programmatique totale et générale de l'humanité, cette numérisation de l'homme qui est en train peut-être de programmer nos sentiments, c'est-à-dire le dernier apanage qui nous restait, eh bien tout ce qui peut essayer de nous libérer de cela, moi, me paraît une voie d'échappée très importante à suivre. Et voilà une porte à pousser, quoi.
Pour terminer, est-ce que vous accepteriez de nous parler de quelques-uns de vos livres de chevet, ceux que vous gardez toujours près de vous? J'ai découvert récemment le Lys dans la vallée de Balzac. Je ne l'avais jamais lu. Madame de Morsauf, qui pendant 30 ans refuse l'amour du narrateur parce que la loi sociale, parce que la morale, parce que la famille, parce que le mariage, parce que le devoir, parce que un tas de verrous. Et puis un jour elle va mourir et elle se morfond beaucoup, elle s'appelle Madame de Morsauf, elle se morfond beaucoup de n'avoir pas saisi son unique matinée de printemps, pour paraphraser la fin du je ne sais quoi de Vladimir Jankélévitch. Elle n'a pas saisi sa matinée de printemps. Elle a fait comme... elle pleure à la fin, comme Achille, quand il est aux enfers et que Ulysse lui dit « Tu dois être heureux d'être dans la gloire ». Il répond « Non, je préfère être dans le soleil ». Il ne faut pas manquer son unique matinée de printemps. Et le Lys dans la vallée est un roman qui l'exprime de manière très bouleversante. Et voilà ce que j'ai en ce moment sur ma table de chevet, parce que je le relirai. Mais le problème, c'est que je ne peux pas répondre à cette question, parce que d'abord, je n'ai pas de table de chevet. Je dors sur un matelas avec des livres partout sur le sol. Et puis, ça circule tellement. Les livres que j'emporterai sur une île déserte ne seront pas les mêmes le lundi que le mardi, ni à 11h du matin qu'à 11h du soir. Donc, là, tout de suite, à l'instant où je vous réponds, c'est le Lys dans la vallée. Bien, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce double épisode des Éclaireurs de dialogue avec Sylvain Tesson. Un immense merci à Sylvain Tesson et à nos deux libraires Pauline et Pauline pour leurs conseils. J'espère que cette conversation vous aura donné envie de lire. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres cités en description de ces deux épisodes et ces ouvrages sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet. Si vous avez aimé ces épisodes, on compte sur vous pour en parler autour de vous et les recommander chaudement à tout votre entourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là.